et elle remarqua la fenêtre brisée, où des éclats de verre jonchaient les dalles comme des vérités perdues. Plus tard dans la matinée, le village était à nouveau un lieu de rumeur. Un deuxième décès. Un autre proche d'Elliot Denham. Une autre lettre, cette fois-ci laissée serrée dans la main d'Edward. Miss Marple a été autorisée à le voir sous la surveillance de l'inspecteur. L'écriture était la même qu'avant, élégante, soignée, avec une courbe féminine. Et, une fois de plus, une légère touche de lavande. On pouvait y lire: « Tu n'étais pas censé faire ça. Tu étais juste censé lui faire peur. Maintenant, tu as tout gâché. Je ne peux plus te faire confiance. » Ce n'était pas signé. L'inspecteur Biddle la regarda par-dessus ses lunettes. « Eh bien, Miss Marple, ça ressemble à une confession, non? C'est comme une punition, dit-elle. Du vrai tueur. Oui, je crois qu'Edward Loomis était complice. Réticent, peut-être, ou trop sensible. Mais il en savait plus qu'il ne le disait. Et quelqu'un a décidé qu'il ne pouvait pas le révéler. » Biddle se gratta le menton. On pensait que c'était le tueur. Maintenant, c'est la victime. Miss Marple hocha doucement la tête. Le schéma est cohérent. Elliot n'a pas été tué dans une bagarre. Sa mort a été calme, mise en scène. Mais là, c'était le chaos, le désespoir. C'était réduire quelqu'un au silence. À midi, le village avait de nouveau basculé, passant de la suspicion à la peur. Le second meurtre avait brisé le voile de réconfort auquel s'accrochait St. Mildred. Désormais, les magasins ne restaient ouverts que la moitié de la journée. Les parents gardaient leurs enfants près d'eux. Même le pub servait ses bières plus calmement que d'habitude. Miss Marple rentra chez elle pour réfléchir. Elle se prépara à un déjeuner léger, qu'elle mangea à peine, et s'assit à côté de son petit bureau pour mettre de l'ordre dans ses pensées. 2 hommes étaient morts, tous deux liés à Thomasina, tous deux liés par une lettre, et tous deux liés par la proximité d'une certaine pièce, une pièce avec un miroir incliné et un cordon de rideau cassé. Il était temps de revisiter cette pièce. Mais pas seule. Elle demanda la compagnie de l'inspecteur Biddle et de Lady Caroline et organisa une réunion discrète au manoir ce soir-là, sous prétexte d'aider à débarrasser les affaires d'Elliot. Lady Caroline accepta, à contre-cœur. Ils se retrouvèrent tous les trois dans le salon bleu à la tombée de la nuit, et la lumière de la lampe adoucit la pièce d'une douce lueur. Miss Marple demanda qu'on découvre à nouveau le miroir. Elle se tenait maintenant en dessous, levant les yeux vers le cadre orné et ébréché. Elle fit signe à Biddle et à Lady Caroline de prendre place. « Je vous ai convoqués tous les deux ici, » dit-elle, « parce que cette pièce raconte une histoire. Mais seulement si vous êtes prêts à écouter ce qu'elle reflète. » Lady Caroline parut méfiante. « Quelle histoire? Ni celui d'Elliot, ni celui d'Edward, celui de Thomasina. » Elle se tourna lentement vers le miroir. « Imaginez que vous êtes là où je suis, regardant la vitre. Vous voyez la porte, vous voyez le rideau, vous voyez la chaise. Tout est clair, pourvu que ce soit bien rangé. » Miss Marple s'approcha de la fenêtre et tira le rideau partiellement, puis se plaça à côté, mimant le geste de quelqu'un qui écarte délicatement le tissu. Le miroir capta son mouvement, subtil mais visible. « Le tueur se tenait là, » dit-elle doucement. Il observait. Il attendait que la lettre d'Edward fasse son effet. Il attendait de voir comment Elliot réagirait. Et comme tout ne se passait pas comme prévu, comme Elliot refusait de se laisser perturber, ils sont entrés dans la pièce et ont terminé le travail. L'inspecteur Biddle se pencha en avant. « Vous dites qu'ils l'ont regardé lire la lettre par la fenêtre? Je le suis. Et quand le moment est venu, ils ont utilisé le cordon du rideau pour se stabiliser et se préparer à agir. Peut-être avec des gants, peut-être pas. Mais ce faisant, ils ont ébréché le cadre du miroir. » Elle regarda Lady Caroline. Et la seule personne qui pouvait se déplacer dans la maison sans se faire remarquer était quelqu'un qui y vivait. Lady Caroline Pallet. « Vous pensez que je... »« Oh non, » dit doucement Miss Marple. « Pas toi. » Elle se tourna vers la porte qui grinçait en s'ouvrant. Thomasina se tenait là,
blanches comme les roses dehors. Tu m'as demandé de venir, dit-elle doucement. Miss Marple hocha la tête. Je pensais que vous méritiez d'entendre le récit complet de ce qui s'est passé. La fille s'avança, les yeux rivés sur le miroir. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, dit-elle enfin. Je voulais juste qu'il parte. C'est toi qui as écrit les lettres, dit doucement Miss Marple. Le parfum de lavande, ta signature. Édouard a envoyé la première. Tu as envoyé la seconde. Thomasina ferma les yeux. Il a changé d'avis. Il voulait tout raconter. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre avec ça. Et tu l'as tué. Il le fallait, murmura-t-elle. Il aurait tout détruit. L'inspecteur Beadle se leva lentement, mais Miss Marple leva la main. Elle ne se présente pas, dit-elle. Pas maintenant. Thomasina la regarda, les yeux creux. Je voulais juste avoir ma propre vie, dit-elle. Loin de l'oncle Elliot. Loin de ses projets. J'en avais assez d'être dirigée comme une marionnette. Miss Marple Assavanka. Et donc tu as coupé les ficelles, une par une. Dehors, la cloche de Saint-Cuthbert sonna une fois de plus, lente et solennelle dans l'obscurité qui tombait. Une autre vérité avait émergé, mais la réflexion n'était pas encore achevée. La confession s'était déposée sur le manoir comme la poussière après un orage, immobile, faiblement scintillante, pas encore balayée. Thomasina Gray, pâle et sans ciller, avait dit sa vérité. Ou du moins suffisamment pour convaincre l'inspecteur Beadle qu'elle n'était plus seulement une femme d'intérêt, mais une personne en danger de culpabilité, de chagrin, ou quelque chose qui se situait quelque part entre les deux. Pourtant, Miss Marple, assise dans un coin du salon bleu, les mains jointes sur son sac à tricot, ne bougea pas lorsque l'inspecteur suggéra d'accompagner Thomasina au poste pour une déposition officielle. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, laissant le silence s'installer dans la pièce. Parce que quelque chose n'allait toujours pas. Les pièces étaient là, les lettres, le motif, le miroir. Mais l'ajustement final était erroné. Pas vraiment erroné. Juste, non résolu. Le lendemain matin, Miss Marple prit son petit déjeuner comme d'habitude et cueillit 3 roses blanches dans son jardin. Elle les disposa dans un vase fin et le plaça au centre de sa table, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle avait besoin de réfléchir clairement. Elle avait déjà connu la culpabilité, l'avait vue portée comme un manteau, ou transportée comme une pierre. Mais ce que Thomasina avait manifesté la veille n'était pas le même. C'était du désespoir, oui. De l'épuisement, oui. Mais du remords? Il y avait quelque chose de répété dans ses paroles. Du devoir. Une fille élevée pour la performance. Ce n'était pas la culpabilité qui l'envahissait. C'était la peur. Cet après-midi-là, Miss Marple se dirigea vers la sortie du village, là où la rivière serpentait lentement derrière les prairies. Elle trouva la maison d'Édouard Loomy toujours fermée, toujours surveillée par des curieux derrière leurs rideaux. Elle n'a pas frappé à la porte. Au lieu de cela, elle se rendit dans le jardin, où Fletcher, l'épagnol qu'Édouard avait autrefois sauvé de la pluie, était toujours assis attaché sous le pommier, la queue battant faiblement à son approche. Le pauvre animal était à moitié oublié depuis la mort de son maître. Miss Marple s'agenouilla lentement à côté du chien et lui caressa la tête. « Tu sais, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Tu as vu plus que quiconque. » Dans un coin du jardin se trouvait un petit bac à compost. Il était à moitié recouvert de lierre et son couvercle était de travers. Miss Marple le souleva, et une odeur de terre retournée et de vieilles feuilles de thé emplit l'air. Sous la couche supérieure, enveloppée dans un linge humide, se trouvait une petite bouteille à l'étiquette usée et au bouchon noir. Ça sentait les amandes. Elle n'y a pas touché. Au lieu de cela, elle replia le tissu sur lui-même et se dirigea, très calmement, vers le bureau de l'inspecteur. Ce soir-là, l'inspecteur Beadle se tenait devant l'âtre du salon de Lady Caroline, tenant la bouteille avec le même soin qu'on apporterait à une grenade allumée. « De l'arsenic ?» dit-il, comme on le soupçonnait, et Édouard n'avait aucune raison de le cacher. « Non, acquiesce comme Miss Marple. Mais quelqu'un dans cette maison l'a fait. » Il la regarda, fatigué mais intrigué.
Tu crois que Thomasina a menti? Elle a menti, dit Miss Marple, mais pas surtout. Lady Caroline entra alors dans la pièce, plus calme qu'elle n'aurait dû l'être, sachant que la maison avait été le théâtre de 2 morts et d'un scandale. Sa robe était impeccable. Ses cheveux étaient coiffés à la perfection. Elle les regarda tous les deux et soupira. On doit tout recommencer? On n'en a pas tous assez de cette horrible histoire? Miss Marple ne répondit pas. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une lettre. Il était vieux des années, à en juger par l'état du papier, mais l'écriture m'était immédiatement familière. Propre, féminine, légèrement inclinée vers la droite. Tu as écrit à Édouard une fois, dit Miss Marple. Une lettre de remerciement. Je me souviens l'avoir vue lors d'une vente aux enchères caritatives organisée par une église l'année dernière. Il avait fait don de livres pour la vente, et ta lettre était glissée dans l'un d'eux. Elle sent légèrement la lavande. Ton parfum fétiche. Le visage de Lady Caroline n'a pas changé. Vous utilisez du papier parfumé depuis des années, poursuivit Miss Marple. Ce qui, bien sûr, n'est pas inhabituel. Mais c'est devenu inhabituel lorsque la lettre à Elliot et le mot retrouvé chez Édouard ont été parfumés. J'ose dire que cela ne prouve pas grand-chose. Cela prouve que vous vouliez nous faire croire que c'était Thomasina. À ces mots, le regard de Lady Caroline changea juste un battement. Un souffle trop rapide. Un clignement retardé d'une demi-seconde. Elle a toujours été impulsive, dit Miss Marple. Emotive. Facile à discréditer. Vous l'avez élevée ainsi, vous avez privilégié son obéissance à son indépendance. Mais elle a commencé à s'égarer, n'est-ce pas? Elle a trouvé un homme de son choix. Elle a refusé de se laisser manipuler par Elliot. Elle a refusé d'être à vous. Lady Caroline recula. Je la protégeais, dit-elle soudainement. De quoi? De tout. Le masque se brisa, sa voix tremblante. D'Elliot. D'elle-même. Elle allait tout balancer. Pour une institutrice aux rêves littéraires et sans revenu. Tu perdais le contrôle, dit doucement Miss Marple. Il allait modifier le testament, murmura Lady Caroline. Il l'a dit sans détour. Il a dit qu'il confierait le fonds à une fondation. Thomasina n'en était plus digne. Je l'ai supplié de reconsidérer sa décision. Il a ri. Miss Marple s'est rapprochée, lentement. Tu étais le seul à avoir libre accès au cognac. Le seul à pouvoir entrer dans le salon sans se faire remarquer. Minnie a vu le rideau se soulever. Mais ce n'était pas la servante. C'était toi qui regardais. Lady Caroline s'affala sur une chaise. Sa voix était devenue monotone. Il m'a rendu la tâche si facile. Assis là, si content de lui. J'ai légèrement incliné le miroir. Je voulais qu'il me voie arriver. Et Édouard? Demanda l'inspecteur Beadle, presque doucement. L'expression de Lady Caroline s'y déforma. Il l'a découvert. Pas tout de suite. Mais il savait que quelque chose clochait. Je lui ai donné la lettre à remettre, je lui ai dit que ça pousserait Elliot à abandonner. Comme ce n'était pas le cas, il a commencé à poser des questions. Alors tu l'as tué, dit Beadle. Je l'avais prévenu. Elle ferma les yeux. Mais il n'a pas voulu se taire. Il y eut alors un silence. Pas lourd, pas dramatique. Juste le silence d'une vérité enfin nommée. L'inspecteur Beadle s'avança lentement vers elle, menottes aux mains. Mais Lady Caroline ne chercha pas à fuir. Elle leva les yeux vers Miss Marple une dernière fois. « Tu es une femme très dangereuse, Jane. » Miss Marple lui lança un regard calme et résolu. « Non, je suis juste très observateur. » Ce soir-là, alors que les lampes vacillaient aux fenêtres du presbytère et que les ragots commençaient enfin à s'adoucir en une réflexion tranquille, Miss Marple était assise dans son jardin avec son tricot sur ses genoux et le parfum des roses s'élevant autour d'elle. Le miroir du salon bleu avait été retiré. Mais la vérité qu'elle révélait brillait encore dans ma mémoire, nette et claire. Il restait un dernier chapitre. Le village se stabiliserait à nouveau. Mais il n'oublierait jamais le jour où il s'est vu, pleinement, honnêtement, dans l'énigme d'un cadre de miroir. 3 jours après l'arrestation de Lady Caroline Hargreaves,
Sainte Mildred commença à retrouver son rythme lent et habituel. Ce n'était pas tant un retour à la normale qu'un nouveau calme, empreint de l'écho des récentes révélations et du silence qui suit un sermon particulièrement puissant. Le village, bien qu'en apparence inchangé, avait été transformé d'une manière que seuls les observateurs attentifs pouvaient déceler. Miss Marple, toujours modeste dans la victoire, ne manifestait aucune satisfaction. Elle ne se vantait pas et ne s'attardait pas sur le seuil des portes en attendant les compliments. Au contraire, elle retournait à ses habitudes avec la même précision douce qui avait toujours marqué ses journées. Promenade matinale, bref passage à la poste, échange poli au marché et après-midi passé à prendre une tasse de thé et à tricoter. Son cardigan changeait avec le temps, mais son attitude restait imperturbable. Ceux qui la croisaient dans la rue lui adressaient des sourires plus chaleureux que d'habitude. Certains inclinaient leur chapeau ou saluaient respectueusement. D'autres traversaient la rue simplement pour dire « Bonjour, Miss Marple », comme pour partager un mot de passe. Ils savaient, comme les villageois le savent toujours, qu'elle avait résolu un problème qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. Elle y était parvenue sans bruit ni confrontation, simplement en écoutant, en observant et en étant discrètement présente dans la vie de ceux qui l'entouraient. L'un des rares à aborder le sujet avec franchise fut le révérend Finch. Il rendit visite à Miss Marple une semaine après les deuxièmes funérailles, d'abord celles d'Eliot Denham, puis d'Edward Loomy, enterrés côte à côte sous le vieil ivre derrière Saint-Cuthbert. Les obsèques avaient été brèves, de bon goût et d'une simplicité ostentatoire. Le nom de Lady Caroline n'avait pas été mentionné, et Thomasina se tenait debout, les mains gantées jointes, le voile baissé, l'expression indéchiffrable. Miss Marple a accueilli le révérend avec un pot d'assam fort et un nouveau lot de biscuits au miel. « Je l'avoue, » dit-il en s'installant dans le fauteuil avec un soupir, « j'ai encore du mal à comprendre comment tout cela s'est déroulé avec autant de précision. Si calmement. La violence, dit Miss Marple en servant le thé, commence souvent non pas par la passion, mais par le contrôle. Lady Caroline n'était pas une femme facile à contrecarrer. Voyant ce pouvoir lui échapper, elle a agi pour le préserver. Mais bien sûr, le contrôle pris par la force ne dure jamais. Finch hocha la tête. « Tu l'as vu bien avant nous, n'est-ce pas ?»« J'ai vu les schémas, répondit-elle. Et j'ai appris, au fil des ans, que certaines personnes, celles qui ont organisé leur vie autour de l'autorité, supportent mal le changement. Eliot Denham menaçait la structure qu'elle avait construite autour d'elle et de Thomasina. Edward Loomy n'a jamais été le danger qu'elle croyait. Mais dans son esprit, il était le facteur qui allait diviser sa famille. Le révérend sirota son thé pensivement. Et Thomasina, Miss Marple regarda par la fenêtre le jardin, où un pinson sautillait le long du chemin de pierre. Elle a été préparée à obéir, mais elle aspirait à choisir. Je la crois coupable uniquement de peur. Elle voulait s'échapper, mais pas en escaladant des corps. Et maintenant, dit Miss Marple, elle pourrait trouver la paix. La liberté s'acquiert souvent en portant des vêtements inconfortables, mais une fois portés suffisamment longtemps, on les s'approprie. Le révérend Finch sourit. Vous auriez dû être prédicatrice, Miss Marple. Seulement si je pouvais porter un chapeau, répondit-elle doucement. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une dernière visite au salon bleu du manoir, désormais sous la garde d'un notaire londonien chargé de cataloguer la succession de Lady Caroline. Le miroir avait disparu, emballé dans une caisse, prêt à être vendu aux enchères ou entreposé. La cheminée, désormais vide, paraissait étrangement plus petite sans lui. La pièce semblait moins grandiose, moins théâtrale, moins dangereux. Elle entra lentement et se tint là où se trouvait la chaise, là où Eliot Denham avait rendu son dernier souffle. Elle regarda vers la fenêtre, maintenant ouverte, et imagina le léger parfum de lavande flotter à nouveau dans l'air. Elle se souvenait du léger éclat dans le cadre. Le verre de cognac à moitié bu. Le rideau est juste un peu décroché. Des petites choses. Toujours des petites choses. Ce ne sont jamais les grands gestes qui disent la vérité, mais les petits. Un regard trop perçant.
Une pause trop longue. Un miroir juste assez incliné pour saisir l'acte que personne n'était censé voir. Miss Marple ne resta pas longtemps. En sortant, elle croisa Thomasina sur le chemin qui partait de la maison. La jeune femme marchait seule, la tête découverte, d'un pas lent mais assuré. Elle s'arrêta en apercevant Miss Marple. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, ma chère, » dit Miss Marple. Ils s'assirent sur un banc en bois sous un saule, près du mur du jardin. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. « Je suppose que je devrais te remercier, » dit enfin Thomasina, « même si ça me paraît étrange. »« Tu ne me dois pas de remerciements, » dit Miss Marple. « Seulement la vérité, et peut-être l'honnêteté envers toi-même. »« Je ne l'ai pas tué, » dit Thomasina à voix basse. « Mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Et je n'ai rien dit. Tu as été élevé pour obéir, pas pour remettre en question, dit doucement Miss Marple. Mais tu n'es plus cette fille-là. » Thomasina la regarda, l'incertitude traversant son visage. « Que dois-je faire maintenant ?»« Pars, si c'est ce dont tu as besoin, » dit Miss Marple. « Au reste, si tu crois que le village peut grandir avec toi. Mais quel que soit ton choix, assure-toi que ce soit ta propre décision. Personne d'autre. » Thomasina hocha la tête. « J'aimerais bien enseigner à nouveau. Ailleurs. Un endroit nouveau. »« Alors vas-y, » dit Miss Marple avec un petit sourire. « Le monde est vaste, tu sais, même pour les femmes. » Tandis que Thomasina se levait et s'éloignait, Miss Marple la regarda partir avec un mélange de soulagement et de fierté discrète. La jeune fille, autrefois obsédée par le devoir et la tradition, marchait désormais avec les premiers signes d'orientation. Ce ne serait pas un chemin facile, mais ce serait le sien. Ce soir-là, Miss Marple retourna à son cottage, alluma une lampe et reprit son tricot. Les rosiers fleurirent tôt en juin à Saint Mildred, et Madame Partridge s'en félicita aussitôt. Après tout, elle avait insisté pour utiliser le compost de la ferme des jumeaux Cooper, malgré les avertissements prudents du vicaire concernant l'odeur. Mais maintenant, la place du village était décorée de couleurs éclatantes, le parfum des pétunias et de la lavande taillée se mêlant à la douce saveur acidulée des sandwichs au concombre et du sirop de sureau. La garden party annuelle de la Saint-Jean, animée, comme toujours, par la redoutable Lady Caroline Hargreave, battait son plein. Miss Marple était assise dans un fauteuil en osier blanc sous un parasol rayé, un châle au crochet sur les genoux malgré la chaleur. Elle sirotait son thé avec contentement, observant avec un intérêt bienveillant le doux chaos qui l'entourait. Les femmes, vêtues de robes pastel et de chapeaux à fleurs, voletaient comme des papillons d'un groupe à l'autre, tandis que les hommes flânaient près du bol de punch, discutant avec la même gravité des finances de la paroisse ou des résultats de cricket. La pelouse de Lady Caroline, impeccablement tondue et bordée, témoignait de générations de richesse et de bienséance. Un quatuor à cordes jouait à l'ombre d'un bouleau, à peine audible par-dessus le tintement poli des tasses de thé et le murmure des ragots. « Choquant !» murmura Madame Vinet, qui avait pris place à côté de Mademoiselle Marple et s'éventait avec un programme. « C'est absolument choquant ce qui est arrivé à la jeune Thomasina. Elle portait du rouge aux vêpres la semaine dernière. » « Du rouge ?» Miss Marple sourit faiblement, mais ne dit rien. Elle observait Thomasina Gray à cet instant précis. La jeune fille, si on pouvait encore l'appeler ainsi à 29 ans, se tenait, raide, à côté d'un jeune homme plutôt intense, portant des lunettes à monture métallique et une manchette étrangement tachée d'encre. Son sourire semblait peint, tout comme son calme. Puis, tout à coup, la musique s'est arrêtée. Ce n'était pas brusque, mais c'était mal, s'achevant non pas à la fin d'un morceau, mais au milieu d'un menuet enjoué. Un murmure de confusion s'ensuivit, des têtes se tournèrent, les éventails cessèrent de battre. Une silhouette traversait la pelouse, se faufilant précipitamment entre les tables à thé. C'était Minnie Barnes, la servante de Lady Caroline, si patiente, le visage habituellement pâle, rouge et paniqué. Lady Caroline se leva lentement, posant son verre avec une délicate précision. « Minnie, dit-elle avec un calme glacial,
Qu'est-ce que c'est? Yeah! Je pense que vous devriez venir au Salon Bleu, madame, balbutia Minnie. C'est monsieur Denham, madame. Je crois qu'il ne respire plus. Il y eut une pause, comme si les mots prenaient un moment à se traduire en sang. Puis la table à thé la plus proche de Minnie s'est renversée et madame Prowse s'est évanouie sur les hortensias. Monsieur Denham Elliot Denham était non seulement le neveu par alliance de Lady Caroline, mais aussi son avocat et exécuteur testamentaire de son défunt mari. Un homme au mouchoir soigneusement plié et à la voix rauque. Arrivé de Londres le matin même, il avait passé la majeure partie de l'après-midi enfermé dans la maison. Le salon bleu était rarement utilisé, son miroir français orné au-dessus de la cheminée étant, disait-on, hanté par la grand-tante de Lady Caroline, Mathilda, dont le portrait était accroché dans le couloir, le regard constamment fixé sur elle. En quelques instants, la fête commença à se dissoudre en quelque chose ressemblant à une farce théâtrale. Des messieurs cherchant leurs chapeaux, des dames chuchotant derrière des mains gantées, Minnie tordant les siennes jusqu'à ce qu'elles se tordent presque les doigts. Miss Marple, insensible au tumulte, se leva doucement de sa chaise et plia son châle. Son regard, calme et perçant, s'attarda sur la porte d'entrée, puis sur Thomasina Gray, dont l'expression n'avait pas changé. Ni surprise, ni peur, ni même curiosité. Juste du calme. Miss Marple pinça les lèvres et suivit les autres à l'intérieur. Le salon bleu avait toujours été froid, même en été. Lady Caroline aimait accuser les hauts plafonds et les épais rideaux de velours, mais plus d'un visiteur du village avait suggéré en privé que c'était le miroir qui rafraîchissait l'air. Énorme monstruosité baroque, encadrée d'angelots hargneux et de vignes grotesques, elle se dressait au-dessus de la cheminée telle une sentinelle silencieuse, captant le reflet de quiconque avait le malheur de s'asseoir dessous. Maintenant, le miroir encadrait quelque chose de bien plus effrayant que des portraits de famille ou la douce lueur des bougies. Elliot Denham était affalé dans le fauteuil Queen Anne, juste en face de Latz. Sa tête penchée sur le côté, la bouche entr'ouverte comme au milieu d'une phrase, et un filet de sang avait séché sur son col. Une main pendait mollement à son côté, l'autre agrippait toujours le bord d'une petite table en acajou, sur laquelle reposait un verre en cristal à moitié rempli d'un liquide ambré. Miss Marple se tenait silencieusement sur le seuil tandis que l'inspecteur Frank Biddle, de la police de Borchester, entrait dans la pièce avec une efficacité fulgurante. C'était un homme à la mâchoire carrée, la quarantaine, avec une moustache toujours un peu en retrait, mais un regard vif et perçant. « Tout le monde dehors, s'il vous plaît, » annonça-t-il fermement. « Mademoiselle Barnes, si vous voulez bien rester. » Et Lady Caroline. Son regard se porta sur Mademoiselle Marple, ne s'arrêtant qu'une seconde. « Mademoiselle Marple, si vous voulez bien attendre dans le salon. » Miss Marple hocha la tête avec enthousiasme et s'écarta sans protester. Elle croisa Thomasina Gray dans le couloir, qui avait émergé de la foule avec une sérénité indéchiffrable, les yeux brièvement fixés sur la porte ouverte. Miss Marple observa ses mains jointes devant elle, calmes et sèches. Ni tremblantes, ni crispeuses, ni nerveuses. Dans le salon, l'atmosphère s'était figée. L'air estival, autrefois léger et pétillant, était désormais chargé de spéculations. Les villageois, plus de simples invités à une garden party, participaient à quelque chose de bien plus important. Des murmures passaient comme des courants sous la surface d'une conversation polie. « J'ai toujours dit qu'Eliot avait des ennemis », murmura le révérend Finch, penché sur une tasse de thé intacte. « Ce genre d'homme, trop futé en affaires, trop intelligent. » « Du poison » suggéra madame Vinet en se penchant comme si elle parlait derrière un paravent. « J'ai lu un jour que l'arsenic avait un goût d'amande. Peut-être qu'il y en avait dans le gâteau. » Madame Partridge gloussa en signe de désaccord. « Ne sois pas absurde, Doris. Il n'a touché à rien. Juste à ce cognac que Lady Caroline réserve pour ses invités spéciaux. » Son regard se balança d'un air entendu. Très sélective, notre Caroline. Miss Marple était assise tranquillement dans un coin,
son panier à tricot intact à ses pieds. Son regard allait d'un interlocuteur à l'autre, captant les inflexions de leur voix, les petites trahisons de leur regard. Ce n'était pas de vaines spéculations. C'était du théâtre défensif et performatif. Elliot Denham n'avait pas été aimé. C'était clair. Mais qu'il avait détesté au point de le tuer. Près d'une heure s'écoula avant le retour de l'inspecteur Beadle. Il entra dans le salon avec la même expression pincée, mais sa démarche était désormais plus assurée. Prudent, calculé. Si vous me le permettez, commença-t-il. Monsieur Denham semble être décédé entre 14h30 et 15h cet après-midi. La cause du décès n'a pas été officiellement déterminée, mais certains indices pourraient suggérer un acte criminel. En attendant l'arrivée du coroner et un rapport complet, je demande à ce que personne ne quitte la propriété. Un chœur de halètement et de protestation s'ensuivit. Mais vraiment, un meurtre. La voix de Lady Caroline tremblait, semblant plus indignée que chagrinée. Chez ma maison? L'inspecteur Beadle se tourna vers elle avec une courtoisie professionnelle. Je comprends que ce soit difficile, Lady Caroline. Mais compte tenu des circonstances, nous devons procéder avec prudence. Monsieur Denham a été vu vivant pour la dernière fois à son arrivée ce matin. Lady Caroline hocha la tête. Just avant midi. Il est arrivé de Londres en voiture. Il a dit avoir des papiers à discuter, sans toutefois donner plus de détails. Tu l'as revu après ça? Non. Il a demandé le salon bleu. Il a dit qu'il préférait le calme. Est-ce que quelqu'un d'autre est entré après lui? Lady Caroline hésita. Je ne crois pas. Pas avant que Minnie ne le trouve. Minnie Barnes, les yeux rouges mais sereine, prit la parole depuis la porte. J'ai apporté le linge propre à 1h, monsieur. M. Denham lisait près de la fenêtre, m'a remercié et m'a fait signe de partir. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Non, monsieur. Sauf, eh bien, le miroir. L'inspecteur Beadle fronça les sourcils. Le miroir? Minnie déglutit difficilement. Il était penché. Juste légèrement. Il est toujours parfaitement droit. Mais il avait l'air bizarre. J'avais l'intention de le réparer, mais je ne voulais pas le déranger. Un silence s'abattit sur la pièce. Même parmi les villageois les plus pragmatiques, le miroir était depuis longtemps une superstition silencieuse. Le fait qu'il se dresse maintenant de travers au-dessus du corps d'un mort ne fit qu'accentuer le sentiment d'effroi. « Merci, mademoiselle Barnes, dit Beadle. Nous vous recontacterons prochainement. » Sur ce, il s'écarta et fit signe aux agents de commencer à relever les noms et les déclarations. Les fêtards se dispersèrent à contre-cœur, les murmures se reformant aussi facilement que l'eau trouve des fissures. Miss Marple attendait son tour, tricotant maintenant à point lent et régulier. Lorsque le jeune agent s'approcha d'elle, maladroit et raide dans son uniforme, elle lui adressa un sourire bienveillant. « Bien sûr, ma chérie, dit-elle, je serai ravie de t'aider. Mais j'ai bien peur de n'avoir pas vu grand-chose. J'ai passé la majeure partie de l'après-midi à observer les invités. Et est-ce que quelque chose vous a semblé inhabituel, Miss Marple? » Elle marqua une pause. Seulement, rien n'a semblé inhabituel à personne. D'après mon expérience, c'est souvent la chose la plus étrange. L'agent cligna des yeux, ne sachant pas comment réagir, et prit une note qui disait probablement aucune information utile. Mais Miss Marple, comme toujours, réfléchissait par couches. Il y avait l'évidence. Elliot Denham, mort dans le fauteuil le plus aristocratique de la maison, une coupure au cou qui ne saignait plus, suggérant qu'elle avait été pratiquée post-mortem. Puis il y avait l'étrange inclinaison du miroir, le cognac à moitié consommé, le sang étrangement déplacé, et la jeune fille, Thomasina, qui ne montrait aucune réaction. De quoi Elliot était-il venu discuter? Des affaires juridiques, peut-être. Mais les affaires juridiques étaient rarement une raison suffisante pour tuer. Quelqu'un ici en savait plus qui ne le disait. Peut-être plusieurs. Au fil des ans, Miss Marple avait appris qu'on tuait rarement pour des inconnus. On tuait par amour, par honte, par peur d'être démasqué.
Le mobile, elle en était sûre, ne résidait pas dans la profession d'Elliot Denham, mais dans un secret. Et les secrets, elle le savait, abondaient dans des lieux comme St. Mildred. Elle leva les yeux vers le miroir en passant devant le salon bleu. Son angle avait été corrigé. Les chérubins grotesques semblaient lorgner un peu plus, leur sourire de pierre narquois. Miss Marple ajusta son châle et se dirigea vers le couloir, où les dernières lueurs du soleil de l'après-midi filetaient à travers les vitraux. Il y avait beaucoup à apprendre avant la fin de la journée. Et tellement de gens à regarder. Le lendemain matin, le village de Saint-Mildredès bourdonnait comme une ruche déchaînée. Le choc de la disparition soudaine d'Elliot Denham s'était propagé bien au-delà des portes du domaine de Lady Caroline. Il s'était propagé, comme le font les ragots, de la boulangerie à la poste, des bancs de Saint-Cuthberts aux arrière-salles du pub, s'installant dans chaque recoin de la vie villageoise avec le poids inébranlable de la rumeur. Au cottage de Greenfinch, la maison de Miss Marple à l'extrémité du village, la bouilloire résonnait joyeusement sur le feu tandis qu'elle disposait un plateau avec 2 tasses, une modeste assiette de gâteau aux graines et un exemplaire soigneusement plié du Times. Elle se déplaçait avec la grâce posée de quelqu'un habitué depuis longtemps aux routines tranquilles, mais son esprit était tout sauf immobile. On frappa doucement à la porte. « Entrez, ma chère » cria-t-elle, et la porte s'ouvrit en grinçant pour laisser entrer Madame Diana Partridge, le chapeau de travers et le souffle court. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle, déjà à mi-chemin du seuil. « J'ai apporté les petits pains du matin de chez Hastings, ils sont encore chauds. »« Comme c'est gentil, » dit Miss Marple en hochant la tête. « Asseyez-vous, je viens de préparer du thé. » Diana s'installa dans le fauteuil fleuri usé, les yeux pétillants d'une énergie renouvelée. « Tu as dû entendre, » commença-t-elle, même si ce n'était guère une question, que M. Denham a très probablement été assassiné dans le salon bleu de Lady Caroline hier après-midi. Miss Marple se rôda sonda. « Oui, j'étais présente à ce moment-là. »« Bien sûr que oui. Quelle horreur !» Diana s'y pencha. « Mais qu'en penses-tu » Miss Marple a réfléchi à la question, puis a répondu avec douceur. « Je dois dire qu'il est toujours assez révélateur d'observer non pas l'événement lui-même, mais la façon dont les gens y réagissent. » « Eh bien, tout le monde était complètement fou, » dit Diana en inspirant. « Mais je dois dire que ce n'était pas le cas de tout le monde. Avez-vous remarqué Thomasina Gray? Glacial, celle-là. Vraiment glaciale. Elle se tenait là comme si on annonçait un changement de temps. »« Je l'ai remarqué, » dit doucement Miss Marple. « Et son fiancé, comment s'appelle-t-il? Edward Loomis? Il rôdait dans les parages après la fête. Je l'ai vu près du salon, en train de parler d'une voix assez sèche à Minnie Barnes, la pauvre. » Miss Marple remuait son thé, regardant les petites ondulations s'estomper. Diana continua, visiblement intéressée par le sujet. « On dit que M. Denham est venu au sujet du testament de Lady Caroline. Quelque chose à propos de nouveaux documents. Et oh, vous allez adorer ça, Lily Sim. À la poste, jure avoir reçu une enveloppe très étrange la veille. Elle était arrivée en recommandé, sans adresse de retour. Lily a dit qu'elle sentait légèrement la lavande. « C'est curieux, » murmura Miss Marple. « De la lavande, dites-vous. » C'est ce qu'elle a dit. Et on sait tous qui portent toujours de l'eau de lavande, non? La vieille Madame Dalrymple. Mais je doute qu'elle soit capable de meurtre. Elle sait à peine tricoter ces temps-ci, la pauvre. Miss Marple ne fit aucun commentaire. Elle pencha légèrement la tête et regarda par la fenêtre. Dehors, le soleil d'été brillait intensément sur les haies de rosiers. Le monde continuait son cours, indifférent aux courants sous-jacents qui s'y agitaient. Diana suivit son regard pendant un moment, puis se pencha à nouveau. « Je suppose que vous avez déjà pensé à qui aurait pu avoir une raison de le tuer. » Miss Marple sourit gentiment. « Oh non, ma chère. Je trouve qu'il vaut mieux écouter d'abord. Les gens sont plus révélateurs lorsqu'ils croient que personne ne les écoute vraiment. » L'après-midi même, les gendarmes reprirent leurs interrogatoires, ratissant cette fois le village lui-même. L'inspecteur Biddle avait installé des bureaux temporaires dans la salle paroissiale,
transformant l'ancienne salle de répétition de la chorale en salle d'interrogatoire improvisée. Les villageois furent convoqués un par un, chacun recevant du thé et un biscuit, ce qui sembla apaiser suffisamment les nerfs pour délier les langues. Le révérend Finch fut le premier. Il arriva avec un col impeccable et une attitude emplie de solennité. « Je connais Lady Caroline depuis toujours, » dit-il, assis, une tasse serrée entre ses doigts. Mais je dois admettre que son neveu était un homme distant. Cordial, certes, mais froid. Il donnait des sermons comme on rédige des polices d'assurance, efficaces, mais sans émotion. « Et avez-vous observé quelque chose d'étrange hier ?» demanda l'inspecteur Biddle. « Seulement que le miroir du salon bleu, parfaitement immobile depuis des décennies, était penché. Bon, je ne suis pas fan des histoires de fantômes, mais ça m'a perturbé. » Tu penses que c'est pertinent? Je pense que les gens regardent souvent la mauvaise chose dans une pièce. Un miroir de travers attire le regard. Il peut même être une distraction. Biddle hocha la tête pensivement. Il commençait à soupçonner que le village, bien que pittoresque et charmant, était loin d'être simple. Plus tard, Thomasina Gray arriva, ponctuelle comme un métronome. Elle portait des gants gris tourterelles et parlait d'une voix saccadée, une posture impeccable, ses émotions fermement contenues. « J'étais sur la pelouse pendant toute la fête, » dit-elle, « sauf quand je suis allé chercher Édouard juste avant que la musique ne s'arrête. Je n'avais pas vu Elliot depuis son arrivée. Je n'avais même pas prévu de lui parler. » Pourquoi donc? Thomasina hésita juste assez longtemps. On ne s'est pas quitté en bons termes. Il y a des années. Ça n'a plus vraiment d'importance. Certains disent que M. Denham avait des informations à partager hier, des documents. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Elle cligna lentement des yeux. S'il l'avait fait, il ne m'aurait certainement pas impliqué. Après son départ, l'inspecteur Biddle s'adossa à son fauteuil. Il griffonna une note. Ne nie pas tout lien avec Denham. Mobile possible? Pendant ce temps, dans un coin de la salle paroissiale, Mademoiselle Marple aidait discrètement à disposer les chaises pour le cercle de tricot prévu ce soir-là. Elle se déplaçait sans faire d'histoire, l'oreille attentive à chaque bribe de conversation entendue par hasard. La plupart des gens ne la remarquaient pas. Ceux qui la trouvaient simplement bienveillante, un peu distraite peut-être, ou étrange dans ses manières désuètes. Mais Miss Marple a tout remarqué. Plus tard dans l'après-midi, elle remarqua Édouard Loomis se dépêchant sur la place du marché, le visage rouge et la bouche pâle. Elle remarqua que le valet de chambre de Lady Caroline avait une déchirure récente à son gant et jetait des regards nerveux vers la maison. Et elle remarqua quelque chose d'encore plus petit, quelque chose que d'autres auraient négligé. Minnie Barnes, la femme de chambre qui avait trouvé le corps, portait désormais un petit pansement sur son doigt. C'était une petite coupure, à peine digne d'attention. Mais Miss Marple en prit néanmoins note. Car rien, croyait-elle, n'était vraiment insignifiant en matière de meurtre. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil baissait sur St. Mildred et que les projetait de longues ombres sur les ruelles, Miss Marple s'assit de nouveau à sa fenêtre, tricotant sur ses genoux, une théière à côté d'elle. Le village était désormais silencieux, ce silence qui s'installe après trop de révélations, quand on ne sait plus trop quoi dire. Elle regarda Thomasina marcher d'un pas vif dans la ruelle, seule, le dos droit et le pas déterminé. De l'autre côté du chemin, les volets de Lady Caroline se fermèrent un à un. Et dans la fenêtre supérieure de l'ancien bureau de poste, Lily Sim était assise derrière le rideau, observant tout le monde. Une tempête approchait, pensa Miss Marple. Pas de vent ni de pluie, mais quelque chose de plus froid, de plus violent. Les secrets seraient bientôt révélés, et le miroir ne resterait pas tordu pour toujours. Le jeudi matin, le charme tranquille de St. Mildred avait laissé place à un rythme de malaise. Bien que le facteur continuât sa tournée et que le boulanger ouvrît encore ses volets à l'aube, l'air conservait une certaine fragilité. Les gens s'attardaient sur les seuils. Les conversations s'interrompaient au milieu d'une phrase au passage de quelqu'un. Même les chiens semblaient aboyer avec plus de prudence. Miss Marple, cependant,
continua comme d'habitude. Ses fleurs furent arrosées à 7 heures précises, son petit déjeuner fut composé à parts égales de marmelade et de réflexions mesurées. Et à 8h30, elle sortait dans l'allée, l'air résolument neutre et coiffée d'un chapeau de paille discret. Elle se dirigea vers le pré, s'arrêtant seulement pour saluer poliment M. Cartwright, occupé à repeindre son portail et faisant mine de ne pas la regarder. Elle savait, bien sûr, que M. Cartwright éprouvait une profonde affection pour Thomasina Gray, même s'il n'avait jamais agi ainsi, en raison de fiançailles ratées 20 ans plus tôt et d'une peur insupportable du rejet. Ces choses-là comptaient dans les petits villages, même si personne ne les exprimait à voix haute. À la boutique du village, Miss Marple prit un quart de livre de Darjeeling et s'attarda près du présentoir à cartes juste assez longtemps pour que Madame Vinay apparaisse. « Bonjour, Miss Marple, » dit-elle en posant un paquet de morceaux de sucre emballés dans du papier sur le comptoir. L'inspecteur est encore passé. Il a fouillé le jardin de Lady Caroline 7 fois. J'ose dire que ce ne sont pas les haies qui ont tué M. Denham. Curieuse, répondit doucement Miss Marple. Il avait l'air frustré. Frustré? Madame Vinay pencha la tête. Eh bien, oui, c'est le mot. J'ai demandé à l'épicier si quelqu'un avait vu M. Denham entre le déjeuner et le goûter. Personne. Sauf Minnie, bien sûr. Pauvre fille. Et Édouard Loomy? Demanda Miss Marple d'un ton léger, en choisissant une carte de condoléances ornée de violettes fanées. On ne l'a pas beaucoup vu depuis la fête. Les yeux de Madame Vinay se plissèrent légèrement, ravie qu'on lui pose la question. Non, pas du tout. Pas comme lui non plus. D'habitude, il rôde dans la rue principale à toute heure, avec son chien, Fletcher, l'épagnol. Mais plus une trace depuis hier matin. Et Lady Caroline a reçu l'ordre strict de l'inspecteur de ne pas quitter la maison jusqu'à nouvel ordre. Du thé et des potins, murmura Miss Marple en posant sa carte sur le comptoir. C'est remarquable tout ce qu'on peut apprendre en écoutant poliment. Cet après-midi-là, l'inspecteur Biddle la contacta directement. Non pas, comme certains auraient pu le croire, pour lui demander conseil, il était bien trop professionnel pour cela, mais plutôt parce qu'il savait que Miss Marple était présente sur les lieux depuis le début et qu'elle se montrait toujours aussi rigoureuse et discrète. Elle l'accueillit dans son salon avec la facilité d'un vieil ami. « Tu prendras une tasse de thé, j'espère » dit-elle en la versant déjà. L'inspecteur esquissa un sourire las et accepta. « Mademoiselle Marple, je vais être franc avec vous. Cette affaire s'avère étrange. »« Ah bon » dit-elle gentiment. « Juste bizarre. Nous avons confirmé l'heure du décès entre 14h45 et 15h10. Estimation du coroner, basée sur la lividité et la température corporelle. Le verre de cognac était à moitié vide. Aucune trace de lutte. Aucune effraction. La porte du salon n'était pas verrouillée. Et la blessure? Demanda-t-elle, comme si elle s'enquirait d'un genou douloureux. Une petite coupure près de la jugulaire. Très précise. Il est peu probable qu'elle soit auto-infligée. Ce qui est étrange, c'est la trace de sang. Elle est minime. Presque comme si la coupure avait été faite après un arrêt cardiaque. Elle haussa les sourcils. Tu suggères d'abord du poison, peut-être. Il hocha la tête. C'est possible. On attend les résultats toxicologiques. Mais c'est là que ça se complique. La carafe à cognac ne présente aucun signe d'altération. Le verre est propre. Et pas d'empreinte digitale aucune. Pas même celle de Denham. Comme c'est extraordinaire, dit Miss Marple, et elle le pensait. Il y a autre chose, continua-t-il. Ce miroir au-dessus de la cheminée. Tu l'as remarqué? Oui, dit-elle doucement. J'ai remarqué qu'il était penché. Minnie Barnes a mentionné la même chose. Eh bien, l'angle suggère qu'il a été déplacé récemment. Il y a une légère tache en bas à droite du verre. Quelqu'un a peut-être essayé de l'ajuster. Ou peut-être qu'ils l'ont utilisé, dit Miss Marple, presque pour elle-même. L'inspecteur Biddle leva les yeux. Tu l'as utilisé? Pour voir quelque chose derrière eux. Ou peut-être pour orienter leur approche. Il fronça les sourcils, mais prit note. Le problème,
c'est que tout le monde prétend être resté sur la pelouse tout l'après-midi. À part Minnie, personne n'a vu Elliot entre midi et la découverte du corps. Miss Marple sourit faiblement. Les gens mentent souvent quand ils pensent que la vérité est trop ennuyeuse. Il sirota son thé, puis se pencha en avant. Je commence à croire que quelqu'un voulait que Denham soit dans cette pièce. Assis, tranquille, avec juste ce qu'il faut de théâtralité pour donner l'impression d'une mise en scène. Alors la mise en scène devient un message, dit-elle presque doucement. L'inspecteur se leva au bout de 10 minutes, rassuré par le thé, mais pas plus près de son coupable. Miss Marple l'escorta jusqu'à la porte, l'air pensif. Une fois qu'il fut parti, elle reprit son tricot mais bougea à peine ses aiguilles. Quelques heures plus tard, elle rendit visite à Minnie Barnes. La jeune servante était assise derrière la cuisine, polissant l'argenterie avec une précision nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement lorsque Miss Marple entra. « Oh, Miss Marple, je ne m'y attendais pas. Asseyez-vous. »« Merci, Minnie. Je ne serai pas longue. Je voulais juste voir comment tu tenais le coup. » Minnie hocha la tête avec gratitude. « Ça a été une vraie frayeur. Je n'arrive pas à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois, assis là, comme s'il allait parler à tout moment. J'imagine que ce serait assez perturbant. » Acquiesça Miss Marple. « Avez-vous remarqué autre chose ce jour-là? Quelque chose d'étrange dans la pièce? » Minnie hésita. C'était si calme. Je me souviens avoir pensé ça. Silencieux, même si la fête battait son plein dehors. Eh bien, le rideau. Un côté était légèrement tiré. Ça ne l'est jamais. Lady Caroline les aime symétriques. Les yeux de Miss Marple brillèrent d'intérêt. Juste un côté? Oui. Comme si quelqu'un avait regardé à travers et avait oublié de le remettre en place. Merci, Minnie. C'est très utile. De retour dans sa chaumière, Miss Marple réfléchit à cette nouvelle information. Un rideau tiré. Un miroir incliné. Aucune empreinte digitale. Un corps parfaitement composé et un verre intact. Tout avait été arrangé. Non pas pour la victime, mais pour les découvreurs. Quelqu'un voulait une scène bien précise. Mais la question subsistait, pourquoi? Et pourquoi maintenant? Elle repensa à Thomasina Gray, et à Edward Loomis, et même à Lady Caroline, avec son décorum tendu et sa grandeur héritée. Miss Marple savait que les secrets étaient comme des papillons de nuit. Ils voletaient dans l'obscurité jusqu'à ce qu'une lumière soudaine les révèle. Et quelqu'un, quelque part à Saint-Mildred, était sur le point de trouver la lumière beaucoup trop vive. Le lendemain de la visite discrète de Miss Marple à Minnie Barnes, l'inspecteur Biddle fit une brève déclaration sur la place. Il la fit sur ce ton prudent, propre aux figures d'autorité qui s'efforcent de paraître calmes en terrain incertain. Il n'a pas prononcé le mot « meurtre » à voix haute, mais il ne l'a pas non plus évité. Il a employé l'expression « circonstance suspecte », ce qui a eu pour effet curieux de renforcer la conviction des villageois que le sang avait été versé délibérément. Lorsqu'il a évoqué la possibilité d'un empoisonnement, la femme de l'épicier a failli laisser tomber son panier de groseilles. À 11 heures, les spéculations atteignirent leur paroxysme. Et inévitablement, elles se tournèrent vers leur première cible évidente, Edward Loomis. Grand, pâle et d'une intensité chronique, Edward avait toujours semblé un peu décalé à Saint-Mildred. Contrairement à la plupart des gens, il n'y était pas né et n'était arrivé au village que 3 ans plus tôt pour enseigner la littérature à l'école locale. Ses fiançailles avec Thomasina Gray avaient été accueillies avec une certaine surprise. Elle, vieille souche du village, solidement ancrée dans le cercle social de Lady Caroline. Et lui, le genre d'homme qui préférait les taches d'encre et Schopenhauer. Il avait maintenant disparu. Pas entièrement, mais suffisamment. Il est parti sur la côte, murmura quelqu'un à la boulangerie. Il se cache dans sa maison, les rideaux tirés, murmure un autre près du bureau de poste. Croyez-moi, dit la femme du boucher à quiconque voulait l'écouter, cet homme a de la culpabilité dans ses bottes. Et pourtant, Miss Marple, assise sereinement dans le jardin de thé derrière le presbytère cet après-midi-là, n'était pas convaincue.
Ce n'était pas la retraite d'Édouard qui la préoccupait, mais son timing. Je me demande, dit-elle doucement au révérend Finch, qui était assis à côté d'elle, feuilletant un brouillon de sermon, si se retirer avant que le monde ne se retourne contre vous est de la culpabilité ou de la peur d'être mal compris. Finch, un homme lent et pensif, réfléchit. Cela dépend, je suppose, s'il y a quelque chose à mal comprendre. Précisément. Plus tard le même jour, l'inspecteur Biddle arriva au modeste cottage d'Édouard Loomy, situé au bout d'Ashcroft Lane. Les fenêtres étaient closes. Les rideaux tirés. Aucun bruit, hormis le tic-tac de la montre de l'inspecteur et le chant des insectes d'été. Quand Édouard ouvrit enfin la porte, il paraissait blême et affamé de sommeil, comme s'il avait passé la nuit à réviser la tragédie grecque sans autre lumière qu'une bougie. Sa chemise était froissée, sa mâchoire mal rasée. « Je suis venu vous poser quelques questions », dit Biddle en s'avançant avant que l'invitation ne soit donnée. Édouard céda sans protester et le conduisit dans une pièce encombrée remplie de livres, de papier et d'une odeur de tabac rassis. « Monsieur Loomy, on vous a vu quitter la garden party assez tôt et vous n'avez assisté à aucune réunion depuis. Je ne savais pas que je devais rendre compte de chaque mouvement, dit Édouard d'un ton fatigué. En temps normal, non. Mais ce ne sont pas des circonstances normales. Monsieur Denham est mort. Peut-être assassiné. Et vous avez eu, disons, une relation tendue avec lui. Le regard d'Édouard s'éclaira. Cette histoire n'est un secret pour personne. Elliot et moi étions opposés de toutes les manières possibles. Moralement, intellectuellement. Mais je vous assure que je n'avais aucune intention de lui faire du mal. Vous vous êtes disputés, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Plus récemment, Édouard marqua une pause. Il y a 2 semaines, je lui ai demandé de rester loin de Thomasina. Il a ri. Il a dit que je manquais d'assurance. Il a dit que je ne la comprenais pas. Et toi? La réponse d'Édouard vint lentement. J'espère bien. Mais je n'en suis pas toujours sûr. L'inspecteur l'observa. Où étiez-vous à 3 heures du matin, le jour de la garden party? Dans mon bureau. En train d'écrire. J'ai quitté le jardin peu après 14 heures. Je n'étais pas d'humeur à jouer au jardin, ni à bavarder. Personne ne peut le confirmer? Non. J'étais seul. Biddle se leva. Encore une question. Que penses-tu des miroirs? Édouard cligna des yeux. Des miroirs? Oui. Les trouvez-vous utiles? Decoratives? Inquietants? Édouard eut un petit rire. Je pense que les miroirs mentent. Ils donnent l'illusion de la clarté, mais ils ne montrent que l'angle qu'on veut voir. Ce n'était pas la réponse que Biddle attendait, mais elle était mémorable. Pendant ce temps, Miss Marple avait choisi une voix plus délicate. Elle rendit visite à Lady Caroline. La vieille femme était assise dans sa véranda, accompagnée de son chien pékinois et d'un plateau en argent garni de biscuits au citron. Son expression exprimait une fierté blessée, comme si les événements des derniers jours constituaient un affront personnel à son statut social. « J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué des visiteurs, » dit doucement Miss Marple alors qu'on la faisait entrer. « Oh, Jane, soupira Lady Caroline. Vous n'êtes pas une invitée. Vous êtes proche de la famille. » Ils ont parlé un moment des roses, des réunions de comité et des sermons de plus en plus longs du vicaire, avant que le sujet ne se tourne naturellement vers Elliot. Il a toujours été ambitieux, dit enfin Lady Caroline en faisant tourner son thé. Il avait toujours un plan en tête. Mais il était loyal envers Réginald, mon mari. Il gérait les comptes de la succession avec une précision impitoyable. Je ne l'ai jamais apprécié, mais je le respectais. Et que faisait-il ici la semaine dernière? Lady Caroline hésita. Il a dit qu'il était venu avec de nouveaux documents. Des révisions du testament de Réginald. Quelque chose en rapport avec une petite fiducie pour l'Église et c'était sa formulation une réévaluation des droits. Des droits? Oui. Il employait toujours un langage très bureaucratique. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Il voulait dire réduire la part de ma nièce. Chez Thomasina? Bien sûr. Il la trouvait ingrate. Trop émotive. Il disait qu'elle manquait de maturité.
Est-ce que Thomasina était au courant? Lady Caroline jeta un coup d'œil à son chien. Elle s'en doutait. Elliot n'était pas subtil. Miss Marple hocha la tête. Et Édouard Loomis? Oh, Elliot le détestait. Il le traitait de parasite. Il disait qu'il détournait Thomasina de son devoir envers la famille. En quittant la véranda, Miss Marple aperçut le salon bleu par le couloir latéral. Le miroir était désormais recouvert d'un drap blanc tel un linceul mortuaire. Cela donnait à la pièce une atmosphère étrangement théâtrale, comme si un dernier acte attendait encore d'être joué. Dehors, elle marchait lentement dans l'allée du jardin, ses pensées tournant comme la terre au printemps. Elliot Denham était venu pour réduire l'héritage de Thomasina. Il était en conflit public avec son fiancé. Il s'était isolé dans une pièce accessible discrètement. Elle se surprit à penser non pas au meurtre, mais au motif. Comment il se plie et se boucle, comment une maille ratée pouvait ruiner un rang entier, et comment des mains soigneuses pouvaient encore tout remettre en ordre. Dehors, le village exhalait. St. Mildred continuerait comme avant, avec ses thés et ses garden parties, ses petites querelles et ses souvenirs impérissables. Mais le miroir avait disparu. Le charme était rompu. Miss Marple savait, en fermant les yeux cette nuit-là, qu'elle serait toujours à l'affût, non pas du mal, mais des masques ordinaires qu'il portait. Parce que parfois, pour attraper un tueur, il suffit de remarquer ce que personne d'autre ne prend la peine de voir. Une femme qui restait légèrement trop immobile. Une lettre qui sentait trop bon. Et un miroir, pas tout à fait droit, reflétant un mensonge. Dans les semaines qui suivirent l'éclatement de l'affaire Denham, comme on l'appela avec le ton calme et respectueux de ceux qui préféraient cacher le scandale derrière des haies et des rideaux de dentelle, la vie à St. Mildred reprit son rythme paisible. Le ciel se réchauffa, les haies se développèrent et le soleil s'attarda plus longuement sur les clôtures du jardin. Pourtant, pour ceux qui avaient vécu cette étrange et sinistre succession d'événements, deux morts, une arrestation et la révélation de secrets longtemps enfouis, le village ne serait plus jamais tout à fait le même. Miss Marple ne s'attardait pas sur l'émotion, ni ne cherchait à y revenir. Elle comprenait trop bien le coût du meurtre, non seulement pour ceux qui mouraient, mais aussi pour ceux qui survivaient. Les véritables histoires étaient rarement racontées dans leur intégralité. Ce que les journaux oubliaient, c'étaient les ombres laissées derrière eux, la façon dont une veuve pouvait s'arrêter une seconde de plus devant une tasse de thé, ou dont un homme pouvait éviter le banc de la chapelle où il s'était toujours assis. Mais Miss Marple, telle qu'elle était, n'oubliait pas. Elle ne pardonnait pas non plus trop vite. Le pardon, pensait-elle souvent, se gagne lentement, par la compréhension plutôt que par les sentiments. Et comprendre les gens était son véritable talent, non pas la collecte de faits, mais la reconnaissance des habitudes. Les gestes cachés, les vieilles déceptions. Un matin, 2 semaines après le transfert de Lady Caroline à la prison du comté de Holmbury en attendant son procès, Miss Marple reçut une visiteuse discrète. Il s'agissait de Minnie Barnes, la jeune femme de chambre qui avait découvert le corps d'Elliot Denham et qui, sans le savoir, avait été placée au cœur de la tragédie. Elle arriva avec une boîte de biscuits à l'avoine et une hésitation qui lui collait aux épaules comme un châle. « Merci de m'avoir reçu, » dit-elle doucement, les mains jointes fermement. « Ma chère, » dit Miss Marple en l'invitant dans la cuisine, « je suis toujours heureuse de voir ceux qui ont un cœur honnête. » Minnie resta assise, ne sachant pas quoi dire, jusqu'à ce que Miss Marple verse le thé et place la boîte entre elles. « Je ne crois pas t'avoir jamais remercié. » dit enfin la fille, pour avoir tout éclairci. Miss Marple secoua la tête. « Pas besoin de remerciements. Mais si vous vous sentez plus clair, c'est ce qui compte. » Minnie baissa les yeux. « C'est étrange. Je pensais me sentir plus en sécurité. Mais ce n'est pas le cas, vraiment. Pas encore. Je repense à tout ce que je n'ai pas dit, ou que je n'ai pas remarqué. Et puis, ce pauvre chien de M. Loomis. Il attend toujours, vous savez, sur la marche arrière. » La voix de Miss Marple était bienveillante. Parfois, le chagrin persiste chez ceux qui n'ont pas pu l'exprimer. Les animaux nous le montrent d'une manière que nous oublions souvent.
Les yeux de Minnie s'emplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. « Tu crois qu'elle sera condamnée? » Lady Caroline demande Miss Marple. « Oui, je le crois, même si ce ne sera pas rapide. Son avocat a de bonnes relations et elle sait se montrer digne comme une armure. Mais les preuves sont solides et le mobile. « Je t'aime », dit Minnie de manière inattendue. Miss Marple la regarda, intriguée. Elle l'a fait par amour? Non, pas le bon, peut-être, mais elle pensait protéger Thomasina. Miss Marple hocha légèrement la tête. L'amour peut être terriblement pervers lorsqu'il est mêlé à l'orgueil. Je ne crois pas qu'elle ait considéré cela comme un meurtre. Juste une correction. Mais cela n'a pas sauvé Thomasina. Non, répondit Miss Marple. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à retrouver sa liberté. C'est là toute la contradiction. Plus tard ce même jour, Miss Marple se dirigea lentement vers le manoir. Non pas par curiosité, elle l'avait depuis longtemps satisfaite, mais en guise d'adieu. Le jardin était désormais calme. Les parterres, autrefois méticuleusement entretenus, commençaient à montrer des signes d'abandon. Les mauvaises herbes grignotaient les bordures. Les pivoines s'affaissaient sous leur propre poids. La grande porte en chêne était fermée, son heurtoir en laiton émoussé par le temps et les récents chagrins. Thomasina avait définitivement quitté le manoir pour s'installer dans une ville du Dorset. Comme Miss Marple l'avait appris du vicaire, elle avait accepté un poste dans un collège de filles. Elle y enseignait la littérature. Elle vivait modestement, en toute indépendance, comme elle en avait rêvé. Miss Marple sourit faiblement à cette pensée. Parfois, au milieu des ruines, quelque chose pouvait encore pousser. Non pas intact, mais transformé. Elle passa devant la fenêtre où le miroir avait été accroché, capturant son propre reflet dans la vitre désormais vide de tout cadre. Juste une vitre, claire et sans filtre. Pour la première fois depuis des semaines, la pièce derrière semblait immobile, de nouveau innocente. Elle se retourna et rentra chez elle, ses chaussures silencieuses sur le chemin de gravier. Ce soir-là, tandis que le crépuscule caressait la cime des arbres et que les lampes du village s'allumaient une à une, Miss Marple était assise à son bureau, un stylo plume et une liasse de papier ivoire à la main. Elle ne tenait pas souvent de journal intime. Ses souvenirs étaient bien plus précis que la plupart des journaux intimes ne pourraient l'espérer. Mais de temps à autre, lorsque l'air lui semblait lourd de non-dits, elle les notait. Elle a simplement intitulé la page « Le miroir et le cordon du rideau ». Elle a écrit « On pense souvent que le meurtre naît de la rage, mais le plus souvent, il naît d'un processus plus lent, un besoin de protection, la peur de perdre ce que l'on croit lui appartenir de droit. Lady Caroline ne tuait pas par haine. Elle tuait parce qu'elle croyait que son monde parfaitement ordonné et respectable, lui filait entre les doigts. Ce qu'elle n'avait pas vu, c'est que tout lui avait déjà échappé. Que Thomasina était devenue trop grande pour elle. Que Édouard, malgré son calme, était plus convaincu qu'elle ne le pensait. Et qu'en essayant de contrôler ce qu'elle craignait, elle avait créé l'avenir qu'elle espérait éviter. Le miroir révélait ce qu'elle était prête à faire. Le cordon du rideau, ce qu'elle devait atteindre pour le faire. Elle s'arrêta, regardant le crépuscule, où les formes des roses ondulantes se fondaient dans une brume de velours. En fin de compte, ce n'est pas le crime qui l'a trahi, mais de petits détails. Une trace d'odeur, un regard fuyant, un éclat de feuilles d'or. Les gens disent connaître leurs voisins. Ils font confiance à la routine et au caractère. Mais en réalité, nous voyons rarement les gens clairement. Nous voyons ce qu'ils veulent que nous voyons. Et parfois, il faut un miroir déformé pour refléter leur véritable nature. Elle a signé la page avec son écriture soignée, J. Marple, Saint Mildred S. Après l'avoir pliée une fois, elle l'a placé dans un tiroir à côté d'autres documents, notes et lettres, coupures de presse et croquis, tous faisant partie de ses archives silencieuses. Lorsque l'horloge sonna 9 heures, elle se leva, posa ses lunettes et alluma une bougie sur la cheminée. Sa douce lueur vacillait, projetant des ombres sur le rideau de dentelle et la cloche en laiton poli accrochée près de la cheminée. Elle parcourut du regard la petite pièce bien rangée. Pas de meurtre. Pas de mystère.
Juste le doux bourdonnement d'un village qui venait de tourner une nouvelle page de son long et complexe livre. Et quelque part, loin dans le Dorset, une jeune femme lisait de la poésie dans une salle pleine de filles qui ne connaissaient pas encore le pouvoir de leur choix. Miss Marple sourit intérieurement, reprit son tricot et commença un nouveau modèle. Après tout, ce n'était qu'un autre point dans la grande tapisserie de la nature humaine. Elle guettait toujours, patiemment, le prochain fil lâche. Hood s'installa à Saint-Mildred avec une grâce indulgente. L'air de fin d'été adoucit les nuances vives laissées par les secrets de juillet, et le village, bien que toujours marqué par les événements, ne portait plus son chagrin comme un lourd manteau. Les jardins refleurirent. Les oiseaux reprirent leur chant de l'aube. La boulangerie rouvrit ses portes, laissant flotter sur la place le parfum des tartelettes au miel et des brioches chaudes au raisin. Si l'on ne savait pas mieux, on pourrait croire que rien n'a changé. Mais bien sûr, quelque chose s'était passé. La mort d'Elliot Denham, suivie du meurtre d'Edward Loomis, avait laissé bien plus que des gros titres. Elle avait dévoilé des fils tissés dans la trame même de la vie du village. L'héritage, la loyauté, le contrôle et les luttes silencieuses derrière les sourires respectables. Et comme toujours, Miss Marple remarqua comment le village se reconstituait, non pas dans un seul morceau, mais point par point. Un matin, au cottage de Greenfinch, Miss Marple reçut une lettre qui la fit s'arrêter au milieu de son thé. L'enveloppe était banale, le cachet de la poste du Dorset. L'écriture, en revanche, était sans équivoque, soignée, cultivée et familière. Elle l'ouvrit lentement, lisant chaque mot avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui ne se précipite jamais sur quelque chose d'important. « Chère Miss Marple, j'avais envie d'écrire depuis un certain temps, mais il m'a fallu attendre jusqu'à présent pour trouver les mots justes. Peut-être n'en ai-je pas. Peut-être veux-je simplement dire que je recommence et que je ne pourrai pas le faire sans toi. Les filles du collège sont pleines de vie et pleines de questions. Elles me rappellent ce que signifie être incertain du monde, mais avoir le courage de l'explorer quand même. Je crois que je suis en train de guérir, même si la douleur me surprend parfois, comme elle persiste dans des endroits inattendus. Tu avais raison. La liberté ne s'offre pas comme un cadeau. Elle se construit lentement, jour après jour, comme la confiance. Je construis quelque chose ici. Cela peut prendre des années. Mais c'est à moi. Merci de m'avoir accueilli, de savoir ce que je ne pouvais pas dire, d'avoir aidé à faire surgir la vérité alors que je ne pouvais en supporter le poids. Avec tout le respect que je vous dois, Thomasina Miss Marple plia la lettre avec un léger sourire et la rangea dans le tiroir avec les autres. Ni une preuve, ni un témoignage, mais quelque chose de tout aussi significatif, un signe que la vérité, enfin exhumée, plante parfois de nouvelles racines au lieu d'en arracher d'anciennes. Le même jour, elle se rendit sur la place du village, où la Société des Roses des Dames tenait sa première réunion depuis les événements. Madame Partridge présidait avec son habituel mélange de précision et de légère exaspération, ajustant ses gants entre chaque phrase. « Nous ne parlerons pas des désagréments, a-t-elle déclaré au début, si ce n'est pour dire combien nous sommes tous reconnaissants à la police pour sa diligence et à Miss Marple pour sa perspicacité. » Miss Marple, assise près des hortensias, un modeste dé à coudre de sirop de fleurs de sureau à la main, hocha simplement la tête sans parler. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence était une reconnaissance suffisante. Après la réunion, tandis que les dames rassemblaient leurs chapeaux et s'éventaient dans la chaleur, Madame Vinet s'approcha de Miss Marple avec un regard timide et conspirateur. « Entre nous, murmura-t-elle, j'ai toujours su que quelque chose clochait chez Lady Caroline. Ce sourire crispé. Et ce miroir, une chose horrible. J'ai toujours dit qu'il porterait malheur. Les miroirs ne reflètent que ce qui est déjà là, répondit doucement Miss Marple. Et Thomasina, la pauvre fille. J'espère qu'elle trouvera le bonheur. Je crois qu'elle le fera, dit Miss Marple. Elle a au moins commencé à se tourner vers l'intérieur plutôt que vers le passé. Madame Vinet cligna des yeux, visiblement incertaine s'il s'agissait d'éloge ou de philosophie, et changea de sujet pour parler de tomates.
Plus tard dans l'après-midi, le vicaire, le révérend Finch, s'arrêta à Greenfinch Cottage en revenant du cimetière. Il portait avec lui un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire, » dit-il en le posant sur la table. « Ça vient du manoir. Les notaires sont en train de vider la maison. Ils ont trouvé ça dans le grenier. » Miss Marple ouvrit le paquet avec précaution. À l'intérieur se trouvait une photographie, encadrée dans un vieux noyer. Elle représentait le salon du manoir à ses débuts, avant que le salon bleu ne soit redécoré. Une jeune Lady Caroline se tenait au centre, la main posée sur un piano. À côté d'elle, une enfant, visiblement Thomasina, était assise sur un tabouret, le regard déjà trop prudent pour son âge. Dans le coin le plus éloigné de la photo, presque caché par l'ombre, on pouvait apercevoir le miroir. À l'époque, il était plus droit, impeccable. Intact. Miss Marple étudia la photographie pendant un long moment, puis la plaça sur l'étagère au-dessus de son bureau. « Je me demande parfois, » a déclaré le révérend Finch, « si les choses, les objets, les pièces, même les maisons se souviennent de ce qui se passe en elles. » « Ils n'en ont pas besoin, » répondit Miss Marple. « Ce sont les gens qui se souviennent. Et qui oublient. Et tout ce qui se passe entre les deux. » Il hocha la tête et prit congé, marchant lentement dans l'allée du jardin, s'arrêtant pour saluer les roses. Alors que le jour cédait la place au soir et que le soleil projetait sa chaleur dorée sur les toits, Miss Marple prépara son dîner et s'accorda le plaisir rare d'un verre de Kérès. Assise dans son fauteuil préféré, son tricot sur les genoux, elle contempla par la fenêtre le paisible tronçon du chemin, où rien ne bougeait, hormis les ombres des oiseaux. Elle ne pensait pas au crime, mais au choix. L'obsession de Lady Caroline pour l'ordre, qui était devenue meurtrière. La conscience tranquille d'Édouard Loomis, qui lui avait coûté la vie. La voix de Thomasina, longtemps silencieuse, avait finalement commencé à s'élever. Et les autres, les villageois, les servantes, les jardiniers, la postière, tous attirés dans le filet, chacun avec ses propres fils de culpabilité ou d'innocence ou simplement d'incompréhension. Miss Marple savait que ce n'était jamais l'acte lui-même qui révélait une personne. C'était ce qu'il faisait avant. Et après. Elle ferma les yeux un instant, écoutant le carillon lointain de l'horloge de l'église. 8 heures sonnèrent. Les jours raccourciraient bientôt. Il y aurait d'autres énigmes, d'autres peurs inexprimées enveloppées de sourires polis, d'autres vérités cachées derrière des rideaux et des lettres soigneusement pliées. Elle serait là. Regarder. Écoute. En attendant que le prochain reflet s'incline légèrement de travers. Car la nature humaine, elle le savait, ne changeait jamais. Seuls les déguisements, oui. Et elle avait toujours été plutôt douée pour voir à travers tout ça. Tandis que la lueur des bougies vacillait dans son petit salon, Miss Marple reprit ses aiguilles et commença un nouveau motif. La laine était douce, le rythme était familier, et ses pensées, comme toujours, précises. Pour l'instant, du moins, le village s'était installé. Mais dans les coins tranquilles de Saint-Mildred, des histoires attendaient toujours d'être racontées. Et il était mort d'une manière qui semblait calme, tout en laissant deviner une intention. Et puis il y avait le miroir. Pas seulement incliné, pas seulement symbolique. Utilisé par quelqu'un qui avait besoin de voir derrière eux. Quelqu'un qui avait peur d'être observé. Au pire, ils avaient peur de rater leur moment. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Saint Mildred, projetant de longues ombres à travers les murs recouverts de lierre et les ruelles étroites, Miss Marple retourna à son cottage avec une certitude nichée au milieu de nombreuses questions. Le premier suspect pourrait être Édouard Loomis. Mais les premiers suspects étaient rarement les derniers. 2 jours après la visite de l'inspecteur à Édouard Loomis, l'atmosphère à Saint-Mildred changea une fois de plus. De l'indignation au malaise, puis du malaise à une attitude plus calme et plus froide. La vigilance. Les gens avaient cessé de parler aussi ouvertement. Ils commencèrent à se regarder différemment, comme si les visages familiers des amis et des voisins pouvaient encore révéler quelque chose de sinistre. Le village, si animé et bavard une semaine plus tôt,
ressemblait désormais à un décor sous tension, attendant le lever de rideau. Miss Marple, comme toujours, restait une présence constante. Elle avait développé un penchant pour la modestie, ses cardigans en tricot, ses tasses à thé en porcelaine, ses chaussures usées, autant d'éléments d'un camouflage soigneusement élaboré. On sous-estimait souvent ce qu'une femme discrète, à l'oreille fine et à l'esprit vif, pouvait révéler, surtout lorsqu'elle laissait simplement parler les autres. C'était en milieu de matinée lorsqu'elle reçut une visite au cottage de Greenfields. Minnie Barnes arriva sans prévenir, son tablier encore saupoudré de farine et les cheveux légèrement décoiffés. Elle semblait troublée. Je ne savais pas à qui d'autre le dire, commença-t-elle, se tenant nerveusement sur le pas de la porte. Miss Marple l'a fait entrer sans faire d'histoire, l'a assise sur une chaise de cuisine et a placé une tasse de thé devant elle avant de lui poser une seule question. Les mains de Minnie étaient fermement jointes sur ses genoux. « C'est la chambre », dit-elle enfin. « Le salon bleu. Quelque chose ne va pas. » Miss Marple pencha la tête. « Base griega, ma chérie. C'est à propos du miroir. Je n'y avais pas pensé au début. Il était juste là. Il a toujours été là. Mais hier, je faisais encore la poussière. L'inspecteur nous a laissé rentrer après avoir fini d'inspecter les lieux. Et en levant les yeux, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. » Miss Marple attendait. Il y a un éclat dans le cadre, juste sur le bord. À peine visible, mais récent. Et pas en bas, où quelqu'un pourrait le cogner. Il est en haut, sur le côté, près de l'endroit où pend le cordon du rideau. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent au milieu de la boucle. « Tu crois qu'il n'était pas là avant? »« J'en suis sûre, » dit Minnie. Lady Caroline a un faible pour ses meubles. Elle n'aurait jamais laissé passer une telle imperfection. Et le cordon du rideau? Minnie hocha la tête. Il était enroulé lâchement autour du support, comme si quelqu'un s'en était servi pour écarter le rideau, ou peut-être avait-il tiré trop fort. Miss Marple pinça les lèvres, pensive. Elle n'avait pas oublié la remarque de Minnie selon laquelle le rideau n'était pas à sa place le jour de la découverte du corps. Elle n'avait pas non plus négligé l'importance de l'angle du miroir. À présent, ces deux détails prenaient un sens nouveau. « Merci, Minnie, » dit-elle gentiment. « Tu as bien fait de me l'apporter. » Minnie parut soulagée, même si elle était encore inquiète. « Tu ne crois pas que je vais avoir des ennuis, si, pour avoir remarqué des choses? » Miss Marple sourit doucement. « Au contraire, c'est en remarquant les choses que nous évitons les ennuis. » Après le départ de la jeune fille, Miss Marple resta assise, immobile, un moment. Puis elle se leva, enfila ses chaussures de marche et retourna vers la grande maison. Elle ne se dirigea pas vers la porte d'entrée. Elle fit le tour du jardin, qui commençait à se faner sous le soleil de juillet. Le jardinier de Lady Caroline lui adressa un signe de tête poli, mais ne l'arrêta pas. Elle avançait avec une telle sérénité que les gens se demandaient rarement où elle allait. À l'intérieur, elle trouva le salon bleu exactement comme Minnie l'avait décrit. Le miroir était encore drapé, œuvre de l'inspecteur Biddle, mais Miss Marple en découvrit délicatement un coin. Son regard trouva presque immédiatement l'éclat du cadre doré. Il était neuf, comme Minnie l'avait dit. Un éclat de feuilles d'or s'était écaillé, révélant le bois en dessous. Elle se dirigea ensuite vers le rideau le plus proche de l'éclat et examina le support en laiton qui retenait l'embrasse. Là, comme décrit, le cordon avait été torsadé et tiré d'une manière inhabituelle. Tendu puis enroulé à la hâte, comme s'il s'agissait d'un levier ou d'un équilibre. Elle resta quelques instants silencieuse. Son regard parcourut lentement la pièce, absorbant ses dimensions, la position de la chaise où Elliot Denham avait été retrouvé, la table d'appoint, la carafe à cognac, bien sûr, la position du miroir placé en diagonale au-dessus de la cheminée, son angle idéal pour voir le reflet de quiconque s'approchait de la porte. Un plan se dessinait. Pas encore abouti, mais les contours commençaient à se dessiner. Elle se retourna lorsque Lady Caroline entra derrière elle, une canne à la main. « J'aurais dû me douter que tu serais là, » dit-elle en soupirant. « C'est ça, Jane ?
Tu te glisses dans les salons pour regarder des meubles cassés? Je préfère appeler ça de l'observation, répondit Miss Marple sans honte. Et vous avez tant de choses à observer, Caroline. Lady Caroline jeta un coup d'œil au miroir, puis détourna le regard. J'aurais aimé qu'il soit retiré. Il serait peut-être plus sage de le laisser, dit Miss Marple. Il pourrait encore parler. Tu penses que c'est la réponse? Je pense que la réponse réside dans ce que quelqu'un a vu ou craint d'être vu en train de faire. Ce n'était pas juste un meurtre, Caroline. C'était une performance. Et les miroirs, après tout, sont faits pour le drame. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Lilissime au bureau de poste. L'étroite boutique était silencieuse, comme d'habitude à cette heure-ci. Lily était assise derrière le comptoir, tricotant une écharpe rouge rêche et observant la rue du village, comme si les réponses à toutes les questions de la vie pouvaient défiler devant sa fenêtre. « J'espère que je ne vous dérange pas », dit joyeusement Miss Marple en entrant. « Pas du tout. Les affaires tournent au ralenti depuis l'incident. » Miss Marple hocha la tête. « Je me demandais si je pouvais vous poser une question à propos de cette lettre. Celle envoyée à M. Denham avant sa visite. » Lily pinça les lèvres. « Étrange, ça, en recommandé, sans adresse de retour. Il a signé lui-même. Il semblait plutôt perturbé après l'avoir lu, même s'il n'a rien dit. Il a jeté l'enveloppe directement à la poubelle. Vous avez mentionné qu'il sentait légèrement la lavande. Oui, fortement, en fait, comme si le papier avait été parfumé. » Miss Marple laissa une pause s'écouler avant de demander. « Avez-vous remarqué l'écriture? » Lily réfléchit un instant. « Incline. Soigné. Plutôt élégant. Pas masculin, cependant. »« Intéressant, » murmura Miss Marple. « Et vous souvenez-vous de la couleur de l'encre? » Lily lui lança un regard. « Miss Marple, vraiment? » « Par curiosité, » dit-elle en souriant. « Rien de plus. »« Bleu. Encre bleu foncé. » Miss Marple la remercia gentiment, acheta une feuille de timbre dont elle n'avait pas besoin et rentra chez elle tandis que les ombres s'allongeaient sur le village. Ce soir-là, elle était assise sur sa véranda, un livre ouvert, mais non lu, sur ses genoux. Le vent était faible et le sifflement d'un train au loin suggérait que quelqu'un, quelque part, laissait quelque chose derrière lui. Elle avait maintenant une lettre écrite à l'encre parfumée, un miroir perturbé et un rideau tiré précisément à l'angle nécessaire pour permettre à quelqu'un de regarder ou d'être vu sans ouvrir une porte. Et un éclat dans le cadre. Un détail minuscule, apparemment sans importance, mais qui ne serait pas arrivé si quelqu'un n'avait pas interpellé le public, peut-être par précipitation ou par frustration. Ce n'était pas le genre de choses que le tueur avait l'intention de laisser derrière lui. Ce qui le rendait d'autant plus précieux. Miss Marple referma doucement son livre. Ses doigts se posèrent sur la tranche, comme si elle en percevait l'histoire. Quelque chose s'était mis en branle quelques jours avant la mort d'Elliot Denham. Quelque chose de personnel. Pas de rage, pas d'impulsion, mais de calcul. Et ce genre de crime laissait toujours une trace infime. Pas une empreinte de pas ni une empreinte digitale, mais un indice du comportement humain. Demain, elle rendrait visite à Thomasina Gray. Ne pas accuser, juste pour écouter. Et faites attention au tic derrière le rideau. Le lendemain matin, une légère brume s'enroulait entre les haies, adoucissant les contours de Saint-Mildredès. C'était une de ces journées d'été grise anglaise qui donnaient à tout un air de calme et de recueillement, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple, quant à elle, portait déjà un cardigan gris tourterelle et un chapeau orné d'un ruban bleuet délavé. Elle emprunta l'étroit chemin qui menait à la sortie du village, où se trouvait la maison de la famille Gray, nichée derrière un mur de chèvrefeuilles et d'hortensias. C'était un joli endroit, soigneusement entretenu, mais dépourvu de la chaleur d'une vraie maison. On aurait dit un lieu préservé plutôt qu'habité. Thomasina Gray ouvrit elle-même la porte, toujours aussi pâle et posée. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, son chemisier boutonné avec fermeté. Elle ne manifesta aucune surprise en voyant Miss Marple. « Bonjour,
Miss Marple, dit-elle d'une voix douce. Vous êtes venu voir le scandale, je suppose. Non, ma chère. Je suis venu te voir, répondit doucement Miss Marple. J'ai pensé que tu aimerais un peu de compagnie. Thomasina hésita, puis ouvrit la porte plus grande. Entrez, alors. Je vais préparer du thé. L'intérieur du cottage était frais et calme. Le mobilier était élégant mais sobre. Des tons ivoires, quelques objets de famille et une absence flagrante de tout objet personnel. Même les photos encadrées sur la cheminée étaient soigneusement alignées, comme si personne n'avait osé les déplacer depuis des années. Ils s'assirent dans le salon, un petit espace aux rideaux de dentelle et au léger parfum de cire à la lavande. Thomasina versa le thé avec la grâce mécanique de quelqu'un qui avait répété le geste 100 fois. « Je crois comprendre que vous étiez très proche de votre oncle, » dit Miss Marple après un moment. La main de Thomasina s'arrêta au-dessus du sucrier. « Proche » répéta-t-elle. « Non, pas vraiment. Il était plus une ombre dans ma vie qu'une figure. Toujours présent, mais seulement quand cela lui convenait. Et pourtant, il est venu ici pour vous parler. Il est venu pour me dicter sa conduite, dit Thomasina, un sourire amer se dessinant au coin de ses lèvres. Pour me rappeler mes responsabilités. Pour me menacer, pour être honnête. Miss Marple remua son thé mais ne souleva pas sa tasse. À propos du testament. Thomasina eut un petit rire. Bien sûr, à propos du testament. Tout ce qu'il faisait était une question d'argent, de contrôle ou de pouvoir. Il n'approuvait pas Édouard, bien sûr. Il le traitait de parasite. Il m'a dit que je perdrais mon héritage si je ne revenais pas à la raison. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit, dit Thomasina d'un ton neutre, que je ne me laisserais pas intimider. Il eut alors un silence, juste assez long pour être mal à l'aise. Vous devez penser que j'avais une raison de le tuer, ajouta-t-elle soudainement, la voix faible. Je pense que tu avais raison d'être en colère, répondit doucement Miss Marple. Mais la colère n'est pas synonyme de culpabilité. Thomasina reposa sa tasse avec un tintement. Il manipulait tout le monde, Miss Marple. Pas seulement moi. Même tante Caroline, il la traitait comme une enfant. Il savait des choses sur tout le monde, et il s'en est servi. Et tu crois que quelqu'un a finalement décidé de l'arrêter? Thomasina leva les yeux. Ses yeux n'étaient pas pleins de larmes, mais fatigués. Oui, dit-elle simplement. Je crois que quelqu'un en a eu assez. Miss Marple n'insista pas davantage. Elle la remercia pour le thé, partit avec un doux sourire et traversa lentement la place du village. Mais elle réfléchissait. Elliot Denham avait menacé Thomasina. C'était désormais clair. Mais Thomasina ne semblait pas effrayée, ni particulièrement désemparée. Il n'y avait pas eu une once de tromperie dans sa voix, seulement de la résignation. Ce qui, d'après l'expérience de Miss Marple, était bien plus dangereux. De retour à Greenfinch Cottage, un mot l'attendait, remis par le garçon boucher. Il était griffonné à la hâte au crayon et non signé, bien que l'écriture fût familière, serrée, en petites boucles et légèrement inclinée vers la droite. On pouvait y lire « Venez au jardin du presbytère. Midi, quelque chose que vous devriez entendre. » Seul. Miss Marple plia la note et la plaça dans son sac à un main sans expression. À midi pile, elle arriva au jardin du presbytère et trouva le révérend Finch arpentant la tonnelle de rosier. Il semblait plus agité que jamais, son col clérical légèrement de travers et ses yeux embués d'inquiétude. « J'ai peur d'avoir fait quelque chose de stupide, » avoua-t-il avant même qu'elle puisse le saluer. Miss Marple s'assit calmement sur le banc de pierre et attendit. « J'ai entendu quelque chose, » dit-il en baissant la voix. « À la sacristie. Édouard Loomy y était tard hier soir. Je ne pense pas qu'il savait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'église. Je m'étais endormi sur le banc latéral, une habitude terrible pour moi. Mais je l'ai entendu parler. À qui? À lui-même. Ou peut-être à Dieu. C'était une sorte de confession. » Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. Qu'a-t-il dit? Finch hésita. Il a dit qu'il avait fait une erreur. Qu'il n'avait pas voulu que cela arrive. Qu'il voulait seulement effrayer Elliot, enfin, pas le tuer.
Il a parlé d'une lettre, qu'il n'aurait pas dû l'envoyer. Miss Marple hocha lentement la tête. Il a donc envoyé la lettre parfumée à la lavande. C'est ce que je soupçonne. Finch semblait sincèrement affligé. Dois-je prévenir l'inspecteur? Tu devrais dire la vérité, dit Miss Marple. Mais toutes les vérités ne se valent pas. Certaines éclairent. D'autres ne font que jeter de nouvelles ombres. Plus tard dans la journée, Miss Marple demanda à parler discrètement à l'inspecteur Biddle. Il était assis dans son bureau provisoire à la salle paroissiale, lisant des témoignages dactylographiés. Il leva les yeux en gémissant lorsqu'elle entra. « S'il vous plaît, dites-moi que vous avez résolu le problème, » dit-il à moitié sérieusement. « Non, » répondit Miss Marple. « Mais je crois que le chemin est devenu plus étroit. » Elle partagea ce qu'elle avait appris. La confrontation de Thomasina avec Elliot, la lettre parfumée et les murmures nocturnes d'Édouard à l'église. Elle ne nomma pas ses sources. Elle n'en avait jamais eu besoin. Biddle passa une main dans ses cheveux clairsemés. Édouard admet donc avoir envoyé une lettre de menace, espérant peut-être effrayer Denham. Ça ne fait pas encore de lui un tueur. Non, acquiesce Miss Marple. Mais cela le place très près de la mort. Et parfois, la différence entre l'intimidation et le meurtre ne tient qu'à quelques secondes. Alors qu'elle se levait pour partir, elle ajouta une autre pensée. « Je crois que quelqu'un observait la pièce, » dit-elle, à travers le rideau, utilisant l'angle du miroir, observant la réaction de Denham à la lecture de la lettre, puis décidant si le plan était allé trop loin. « Tu penses que quelqu'un a vu une opportunité? »« Non, » dit-elle doucement. « Je crois que quelqu'un l'a attendu. » Ce soir-là, le coucher du soleil projetait de longues traînées dorées sur le village. La cloche de l'église sonnait l'heure et les commerçants affichaient « fermé ». Mais sous ce calme, la structure de St. Mildred s'effilochait. Miss Marple était assise près de sa fenêtre, comme à son habitude, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'avait pas encore nommé le meurtrier, même pas à elle-même. Mais elle comprenait désormais une chose essentielle. La mort d'Elliot Denham n'avait pas été un moment de passion. C'était l'aboutissement d'une histoire ancienne. De quelque chose de froid. Et surtout, de quelque chose de profondément, de douloureusement personnel. L'orage éclata non pas avec le tonnerre ni les éclairs, mais avec le coup sec de la cloche de l'église à une heure inhabituelle. Il était un peu plus de 8 heures du matin, et le village s'éveillait encore lorsque le son retentit, un tintement clair et pressant qui répandit un frémissement de malaise dans chaque ruelle. Miss Marple, qui avait déjà beurré sa tartine, leva brusquement les yeux. Elle savait que le cordon de la cloche était enfermé dans la sacristie. Le vicaire ne la sonnerait pas sans raison. Il s'était passé quelque chose. Lorsqu'elle arriva à Saint-Cuthbert, une petite foule s'était rassemblée à la grille, chuchotant nerveusement et regardant vers le porche du cimetière où se tenait l'inspecteur Biddle aux côtés de 2 agents. Son manteau était humide aux épaules et son visage était sombre. « Trouvé dans l'église », disait-il au révérend Finch, pâle comme un fantôme. Juste à l'intérieur du transept nord. Une fenêtre brisée. On dirait que quelqu'un a essayé de sortir. « Que s'est-il passé, inspecteur ?» demanda doucement Miss Marple en les rejoignant. Biddle se retourna, comme s'il avait vieilli d'1 an en une nuit. « C'est Édouard Loomy, » dit-il. « Mort. » L'air semblait avoir baissé de 10 degrés. « Mon Dieu, » murmura Miss Marple, les yeux plissés. « Il a été poignardé. » Pas proprement. Il y a des traces de lutte. Du sang près de la balustrade de l'autel. Il semble qu'il ait tenté d'atteindre le transept, peut-être pour s'échapper ou appeler à l'aide. Trouvé par le révérend Finch. Non, par Thomasina Gray. Cela a tout changé. À l'intérieur de l'église, le silence était inquiétant. Les bancs en bois poli, les saints en vitraux au-dessus du chœur, l'odeur de l'encens ancien. Tout ce qui était familier était devenu inquiétant. Là, sous la haute fenêtre gothique, gisait le corps d'Édouard, enveloppé dans un drap blanc, mais reconnaissable à sa silhouette et au sol dallé de sang sous lui. Thomasina était assise près de l'avant, son visage complètement vide. L'inspecteur Biddle lui parlait déjà,
un carnet à la main. « Je suis arrivé tôt » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Il m'a envoyé un mot hier soir. Il m'a dit de le retrouver ici. Il a dit qu'il y avait quelque chose que je devais voir. Je pensais qu'il voulait m'expliquer. » « Explique quoi? » Qu'il n'était pas responsable d'Elliot, que tout avait mal tourné. Et l'a-t-il fait? Non. Sa voix se brisa, parce que quand je suis arrivé, il était déjà mourant. Miss Marple se tenait derrière les bancs, observant tout sans intervenir. Elle remarqua de nouveau les mains de Thomasina, toujours sèches, toujours calmes, mais crispées, les jointures blanches. Elle remarqua la déchirure dans son gant. Un miroir brisé. Une femme disparue. Et Miss Marple voit ce que personne d'autre ne voit. Bienvenue chez Détective Eterno, je suis votre hôte Alain. Dites-moi, d'où regardez-vous ce soir? Vos commentaires égayent vraiment cette chaîne. Kamenkins.